La guerre froide, période de conflit qui a mené à créer tout plein de choses, bonnes ou mauvaises, dont beaucoup de matériel, comme des camions, divers engins, des avions, et j'en passe, destinés à des fins civiles ou militaires. Que ce soit à l'est ou à l'ouest, beaucoup de choses ont été essayées, apportant du changement ou une tentative d'innover menant parfois à des exemplaires bien atypiques. Pour cette vidéo, direction les États-Unis pour vous parler des trains terrestres de Le Tourneau, train terrestre qui fut un moyen de transport prometteur pour l'armée avant de tomber aux oubliettes. Comme pour les véhicules soviétiques, je vous présente dans quel contexte ils ont été fabriqués, les différentes évolutions et détails techniques. Donc pour comprendre, et avant de me lancer réellement dans la présentation technique de ces engins, il faut quand même que je présente un élément de contexte qui est très important, qui a participé à les rendre aussi importants aux yeux de l'armée. Donc ces trains terrestres ont connu autant d'importance grâce à un projet hors norme, c'est le projet DIU. Donc le projet DIU, c'est quoi ? C'est une ligne de défense constituée d'installations radars tout au long de la ligne arctique d'Amérique du Nord. Ce projet a débuté en 1954 en vue du renforcement des capacités balistiques de l'URSS, mis en route par les États-Unis pour être le plus réactif possible en cas d'attaque ennemie. Deux lignes similaires sont déjà existantes lors du développement de ce projet, une à la frontière du Canada et des États-Unis et une au milieu du Canada. Alors ces lignes-là étaient jugées insuffisantes d'un point de vue stratégique et aussi technologique car les radars n'ont cessé d'évoluer durant ce temps-là. Il est donc décidé de consolider ces lignes existantes par une supplémentaire tout au nord de l'Amérique du Nord, donc dans le cercle arctique, c'est car c'est un point de passage qui peut être le plus rapide pour une attaque aérienne soviétique. Le gouvernement des États-Unis et du Canada s'accordent pour la création de ce système de défense et donc travaillent ensemble sur sa construction. Les États-Unis fournissent principalement les financements et le matériel, et le Canada majoritairement la main-d'œuvre. La construction de cette ligne débute en 1954. Pour mettre en route cette ligne, plus de 25 000 personnes sont recrutées et construisent 63 stations radars de l'est de l'Alaska et jusqu'au sud du Groenland, couvrant une distance de presque 10 000 km, et tout cela au travers de conditions climatiques inhumaines, comme des mois entiers plongés dans l'obscurité des nuits polaires. La construction prend fin en 1957, qui est une très belle prouesse quand même pour un tel projet. Cet ensemble de stations radars sera en service jusqu'en 1993. C'est là qu'arrive l'aspect matériel. Pour construire bien sûr de telles installations dans des conditions aussi extrêmes, ça nécessite du matériel à la hauteur des contraintes et aussi beaucoup de courage. Bien que certains endroits de cette ligne soient accessibles par bateau ou avion, bien que cela dépende des saisons, certaines zones plus reculées nécessitaient du transport terrestre, et c'est là qu'interviennent les trains de Le Tourneau. Alors, petite précision, de toute façon vous allez le remarquer au fil du sujet, ces trains terrestres, ils n'ont pas été non plus un élément majeur pour la construction de cette ligne. Malheureusement, il y a eu rapidement des défaillances. En dehors des trains Le Tourneau, je tiens quand même à le préciser aussi, les ouvriers se sont grandement débrouillés avec des bulldozers, motoneiges, chiens de traîneau et camions, donc majoritairement pour le transport en dehors de la construction. Donc à la base, Le Tourneau n'avait pas du tout conçu le train terrestre pour un tel objectif, mais pour répondre à un manque d'évolution dans le transport de l'industrie forestière. Donc il conçoit le premier engin de cette famille, qui est une famille de 4, en 1953, appelé VC12 tourne-à-train. Donc l'objectif du tourne-à-train, c'est de pouvoir transporter des quantités astronomiques de bois sur n'importe quel terrain tout en étant modulaire, et cette modularité est assurée par une création propre à Le Tourneau, la roue moteur. Roue moteur qui est créée en 1950, constituée d'une jante dans laquelle est installée une motorisation électrique avec freinage et réducteur planétaire, alimentée donc par une génératrice, qui est elle entraînée par un moteur, donc soit diesel ou essence, dépend de différents types de moteurs. Ce type de montage permet de rendre très facile la multiplication de roues et donc de puissance, tout en éliminant les pertes liées à la transmission. Et chez Le Tourneau, les moteurs électriques sont majoritairement utilisés pour actionner tout ce qu'il y a d'actionnable, par exemple la direction, les bras de levage, en gros, tout ce qui est généralement actionné par de l'hydraulique est électrique chez Le Tourneau. Donc, sa roue électrique lui permettra de créer tout plein d'engins hors normes très facilement et rapidement, dont ce tourne-à-train. À ses débuts, motorisé par un groupe diesel électrique avec un V12 Cummins de 500 chevaux, entraînant une génératrice qui alimente les 16 roues motrices de cet ensemble à 3 remorques, capables de transporter 20 tonnes chacune. Il a été amélioré après ses premiers essais, un second V12 est ajouté, l'ensemble est désormais capable d'alimenter jusqu'à 32 roues et tracter 127 tonnes. Donc le concept n'attira aucune clientèle. Le Tourneau le présenta quand même à l'armée américaine en 1954, exactement à la partie qui s'appelle la Tradcom. Non intéressé par ce projet, c'est finalement une société privée qui va en commander un sur mesure pour ce fameux projet DIU.
car le projet Dew est donc passé par un appel d'offres remporté par différentes sociétés, dont Alaska Freight Line, qui va s'accorder avec l'un des sous-traitants majeurs de ce chantier, Western Electric Corporation, et vont alors faire assembler le second modèle de train terrestre, le VC-22 Snowfreighter, et c'est là qu'arrive le lien avec l'armée et aussi ce projet Dew. Cette fois-ci, l'objectif est clair, un cahier des charges est imposé pour sa fabrication. On attend de ce train qu'il soit capable de tracter 6 remorques sur lesquelles seront chargées 136 tonnes de marchandises, de se déplacer au travers de cours d'eau et de neige de 1,20 m de profondeur et de supporter température jusqu'à moins 55 degrés. Le VC-22 est fabriqué très rapidement, le contrat est signé en janvier 1955, tout juste 6 semaines plus tard, le véhicule est assemblé grâce aux pièces modulaires de Le Tourneau et son châssis simple utilisé pour la locomotive ainsi que les remorques. C'est un géant de 84 mètres de long, 4,80 m de large, monté sur des roues de 1 mètre de diamètre et 1 tonne chacune, motorisé par un système diesel électrique avec 2 V12 Cummins pour une puissance totale de 800 chevaux, alimentant les 24 roues motrices du convoi. Pour un prix de 450 000 $ à son époque, à nos jours, ce monstre aurait coûté environ 5 400 000 $. Tout juste terminé en février 1955, qu'il est mis en service le 21 de ce même mois et de cette même année, il est envoyé en Alaska pour rejoindre le convoi qui comprend donc ce train, des semi-remorques et des bulldozers. Ils prennent le départ à l'est de l'Alaska depuis la ville de Circle et jusqu'à Coppermine au nord du Canada. Donc ce convoi avance et construit sa route jusqu'à sa destination grâce au repérage aérien et terrestre réalisé par des équipes à chiens de traîneau et motoneige. Le convoi arrivera sain et sauf et rentrera sain et sauf également, mais le second trajet de 1956 sera malheureusement le dernier pour le VC-22, c'est là qu'arrivent les problèmes, après s'être mis en portefeuille, ce qui causa la rupture de câbles électriques ainsi que de durite de carburant, provoquant un incendie. L'équipage décide de l'abandonner sur place et de continuer sa route sans ce dernier. Sa carcasse sera finalement sauvée un peu plus tard et ramenée non loin de Fox en Alaska où il continue de pourrir à nos jours. Le troisième est lui commandé par l'armée américaine en 1955 après avoir vu ce dont est capable le VC-22 avant qu'il lui arrive cette catastrophe, et le Snow Buggy qui est un autre prototype de Le Tourneau. Le LCC-1 est construit pour assurer la livraison des biens dans la ligne Dew. Cette fois-ci, l'ensemble est composé de 3 remorques capables de transporter au total 40 tonnes. Toujours mis en action par ses roues moteurs et son ensemble diesel électrique avec un V12 Cummins de 600 chevaux cette fois-ci. Cette fois, ce ne sont pas les essieux qui tournent, désormais articulés, l'ensemble pèse 75 tonnes, complété en 1956. Durant cette année, il effectua des tests avant d'être expédié au Groenland, où il assurera des livraisons jusqu'en 1962. Ce troisième exemplaire aura réalisé de très bonnes performances, n'aura pas connu les mêmes défaillances que le VC-22. Malgré ça, il sera tout de même vendu et abandonné par l'armée pour un peu plus de 100 000 $ à une société en Alaska, sachant qu'il a coûté plus de 1 million de $ à l'armée et fut déplacé plus tard dans un musée du transport dans la province canadienne du Yukon où on peut encore le voir aujourd'hui. L'armée américaine, encore séduite par les performances de ce LCC-1, décide d'en commander un autre en 1960. Imaginé pour un tout autre contexte, le TC-497 serait le moyen ultime de livraison en cas de guerre où les installations ferroviaires sont très sensibles. Donc cette fois, il est demandé qu'il soit capable de supporter l'Arctique tout comme les déserts les plus chauds en assurant le travail d'un train normal mais sans les rails, en capacité de transporter 140 tonnes de cargaison au travers de 13 remorques pour une longueur maximale de 174 mètres et un poids vide de 272 tonnes, tout en étant capable de se déplacer à quand même 30 km/h, assurant une autonomie de 560 à 640 km. Pour assurer l'alimentation de ces 54 roues moteurs de 3 mètres de diamètre chacune, il est choisi non pas un système diesel électrique, mais 4 turbines Saturn 10 MC de 1170 chevaux chacune, qui entraînent plusieurs génératrices électriques. 3 de ces turbines sont implantées dans 2 remorques en fin de convoi qui assurent l'alimentation de l'ensemble du train, la 4e étant installée dans la locomotive est utilisée seulement pour déplacer la locomotive sans ses remorques. Pour donner à boire à ces 4 turbines, plusieurs réservoirs sont montés pour un total de presque 30 000 litres de carburant. Comparé au modèle précédent, celui-ci est bien plus développé sur l'aspect confort et technologie embarquée, avec un espace consacré aux opérateurs comprenant des couchettes, toilettes et cuisine, ainsi que des instruments de navigation actionnés par un radar. Le TC-497 est assemblé alors en 1962, il sera testé avant d'être livré à l'armée.
Les tests révéleront un problème lors de la prise de virage où les remorques se coupaient toute la route les unes aux autres avant d'être réglées par un système de calcul où les roues directrices des remorques ne tournent qu'une fois atteint l'endroit où a commencé à tourner la locomotive. Donc ce système de calcul, donc qui est basé sur le temps, qui avait déjà été mis au point sur le VC12 tourne à train, mais là qui est perfectionné. En fait, si vous voulez, donc ça calcule le temps que met une remorque à arriver au moment où la locomotive a tourné, et donc une fois ce temps écoulé, la remorque commence à tourner et au fil des remorques, etc. Donc voilà le système un peu plus grossièrement quoi. Donc une fois ce problème réglé et dans les mains de l'armée, le TC497 aura montré de bonnes performances. Le projet aurait dû aller plus loin avec carrément des motorisations par réacteur nucléaire et d'autres trains, tout simplement. Mais finalement, rien de tout cela ne sera, et les trains terrestres seront tout simplement abandonnés par l'armée avec l'arrivée d'hélicoptères de levage à haute capacité qui sont juste bien plus efficaces, bien plus rapides, comparé aux trains terrestres qui n'ont plus aucune utilité face à ça, bien trop encombrants et donc pas suffisamment rapides, et aussi bien trop chers. Donc voilà pour l'histoire de ces 4 trains terrestres de Le Tourneau qui malheureusement n'auront pas connu l'avenir qui leur avait été promis, mais qu'on peut respecter pour la création complètement folle et d'avoir mis en route de tels engins. Et aussi, bon, c'était aussi une fin un peu compréhensible en vue du poids, comme j'ai dit, et des dimensions et des problèmes qu'on pouvait avoir avec des engins aussi grands et aussi longs. Mais bon, au moins, ça a été une création, voilà. Seul regret que j'ai, c'est qu'aujourd'hui ces engins ne soient pas trop bien conservés, ne soient pas trop remis en état, et n'aient pas leur place dans un réel musée où on peut vraiment les voir comme ils étaient au moment de leur création, quoi. Donc voilà pour ces tours à train qui n'ont pas eu le même impact et la même carrière que certains véhicules soviétiques que j'ai présentés jusqu'ici, mais qui étaient intéressants, et voire très intéressants de mentionner en vue du projet complètement fou qu'ils sont. Mais ça, ce n'est que 4 créations folle de chez Le Tourneau qui est un créateur vraiment fou des États-Unis, qui a créé tout plein de choses, et surtout en fait dans le milieu du terrassement, c'est là où il excellait et où il a créé d'ailleurs et inventé pas mal de concepts. Donc si vous êtes intéressé par sa partie terrassement, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur Le Tourneau tout simplement, où j'évoque justement ces fameux trains, mais pas autant en détail que cette vidéo. J'avoue que je n'avais pas compris l'importance et le gros sujet qu'il y avait autour de ces tours à train, c'est pour ça que j'ai décidé de consacrer une vidéo, d'en profiter avec cette série des véhicules de la guerre froide, c'était très intéressant. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez vraiment voir d'autres choses plus folles de chez Le Tourneau. Autrement, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous voulez continuer à voir la suite de ces vidéos, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Et n'hésitez pas non plus à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si ça vous a intéressé autant que le matériel soviétique, bien que j'ai vu dans la dernière vidéo que certains étaient plus intéressés par le matériel soviétique et d'autres étaient intéressés par tout que d'autres, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si je continue sur ces sujets qui sont originaires des États-Unis ou d'autres pays, ou si je me focus vraiment sur tout ce qui est soviétique, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.